On retrouve Jacinthe-Ève Harel qui est passée en mon absence du bleu électrique vers le Bourgogne. Jacinthe-Ève, bonjour. Il va falloir que tu m'expliques, Bonjour. là, Daniel Smith, qui est dans une espèce de drôle de campagne à l'indépendance albertaine, décide de rencontrer Doug Ford, le nouveau capitaine Canada, que certains voient comme le futur chef du Parti conservateur fédéral, se rencontrent donc pour signer de nombreuses ententes. Mais là, qu'ont-ils en commun et qu'avaient-ils à se dire tous les deux? Ben, ils ont, tu l'as bien souligné, ils ont en commun d'abord et avant tout de dorer leur image, de s'assurer que la perception du public est qu'ils travaillent fort pour leur population, mais Mhm. ils ont aussi intérêt à trouver des ententes et de s'assurer là, que l'économie du Canada ne subisse pas les contre-coups de façon démesurée de la part de l'administration Trump. Et en ce Mhm. sens, ben, on a un fabuleux exemple aujourd'hui avec Doug Ford qui est allé en Alberta rencontrer Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta. Ils se sont assis ensemble et ils ont signé un protocole d'entente sur un corridor énergétique. Donc, on veut permettre à l'Alberta de pouvoir exporter, donc construire des pipelines pour pouvoir exporter le pétrole, parce qu'on sait que si l'Alberta en profite, c'est tout le Canada aussi qui en profite. Et du côté de Doug Ford, ben, on veut aussi faciliter le transport énergétique. C'est vraiment une nouvelle infrastructure énergétique et commerciale. On veut aussi abolir les barrières commerciales entre les deux provinces. Donc, on n'attend pas après le fédéral là, pour faire le travail. Et je trouve que c'est un bel exemple de collaboration entre premiers ministres de province, même s'ils ont grand intérêt là, pour l'image publique de travailler, de montrer qu'ils avancent, de montrer qu'ils collaborent, de montrer qu'ils sauvent l'économie de leur province et du Canada aussi, ils font leur part pour le Canada, pour le fédéral. Même s'ils en tirent des avantages, il reste qu'on est en plein été, on est au mois de juillet et ils progressent là-dedans. Alors, Mhm. on n'est pas juste dans la construction de l'image politique, on est aussi en train de signer des ententes, on est aussi en train de se dire, ben il y a le pétrole d'Alberta, il y a l'industrie automobile en Ontario, et plutôt que de s'affronter, plutôt que de faire chacun livrer nos batailles chacun de son côté, il y a une espèce de collaboration qui est en train de s'installer. Ce sont deux politiciens qui sont assez pragmatiques dans leur approche et ça manque souvent ici au Québec, au Canada. On n'est pas habitué de J'allais, voir ça. j'allais te poser exactement cette question-là, en fait, parce que je sens Doug Ford, bon, qui, depuis le début, là, depuis l'élection de Donald Trump, a été très vocal, était devant la parade et très, très bon joueur là, avec les autres ministres des provinces. Il a signé une entente avec Wab Siniu, là, Oui, le premier ministre du Manitoba, je veux dire, là, avec du l'Alberta. Manitoba. Euh, Drôle de contraste quand même avec le leadership québécois qui, on dirait, face à l'adversité, bon, trumpiste, on dirait est dans une phase de repli. C'est comme si plutôt que de porter le message, puis bon, il y a toutes les histoires évidemment de nationalisme derrière ça, je pense qui en explique une partie, mais c'est comme si plutôt que de faire partie de cette espèce de fanfare canadienne où on pourrait justement se serrer les coudes et renforcer notre économie, le Québec a choisi, sous le leadership de François Legault, de faire un peu cavalier seul. Qu'est-ce que tu fais de tout ça, Jacinthe? Ben, c'est exactement pour ça que j'ai choisi ce sujet-là pour ma chronique d'aujourd'hui. C'est que ça m'inspire, moi, ces Hmm. initiatives-là, et je souhaiterais voir ce genre d'attitude politique dans le leadership du gouvernement provincial ici à Québec. Je pense que le gouvernement de François Legault aurait tout intérêt à laisser faire là tout le concept là émotif lié aux menaces trumpiennes, aux menaces tarifaires et tout ce que ça comporte là. On en a soupé assez là des émotions, Hmm. puis de constamment pointer du doigt un adversaire politique ou un méchant là qui vient menacer notre équilibre économique. Et on est rendu à l'étape où on veut voir nos politiciens en mode solution, en mode on se retrousse les manches, on signe des ententes, on regarde ce qu'on peut faire ensemble, on regarde comment on peut tous s'en sortir gagnant, s'en tirer gagnant, comment on peut défaire, jouer dans notre propre carré de sable avec nos propres règles et s'assurer qu'on n'est pas nous-mêmes, on n'a pas nos propres lacets de nos propres chaussures attachés entre elles qui nous empêchent d'avancer, là, parce que c'est bien beau pointer du doigt puis dire la menace est de l'autre côté de la frontière américaine, Hmm. mais il y en a ici des obstacles qui sont causés par nous et ben en ce sens-là, effectivement, le leadership de Daniel Smith
et de Doug Ford, bien ça soit calculé sur le plan politique, il reste qu'ils ont passé au mode solution, au mode qu'est-ce qu'on peut faire chez nous. C'est très pragmatique comme approche et c'est ce qui manque à Québec ici. On n'a pas l'impression d'avoir un François Legault qui est en mode solution, signer des contrats, s'entendre avec les autres provinces aussi, pas attendre que le leadership vienne du fédéral. On peut très bien déjà entre provinces vraiment trouver comment on peut tirer notre épingle du jeu et renforcer notre économie aussi, parce que le cœur de tout ça, c'est que ça a mis en exergue, ça a mis en lumière toutes les lacunes, toutes les faiblesses de nos économies, nos 13 économies, bien que Mark Carney parle d'une seule économie. Ben justement, là, on a la preuve, on a une démonstration flagrante que deux économies s'associent ensemble, défont des nœuds et vont favoriser les échanges commerciaux pour se renforcer mutuellement. Alors, c'est dans cet esprit de collaboration-là et de réalisation qu'on peut, nous, comme contribuables, mais aussi comme citoyens, comme électeurs, avoir le sentiment qu'il se passe réellement quelque chose et qu'on n'est pas juste en train là, de faire des relations publiques ou faire des campagnes de communication contre un adversaire, mais on est vraiment en train de progresser aussi. Si je comprends bien aussi, ce pacte entre l'Alberta et l'Ontario va notamment, parce que pour l'Alberta, c'est évidemment très important, porter sur les affaires énergétiques. Quand on parle de pipeline, de gazoduc, etc. Je voulais peut-être rapidement t'entendre, là, ça date quand même de 2-3 jours, mais il y a ce projet à Baie-Comeau là, qui est en vraiment phase exploratoire, là, mais d'un terminal gazier là, de gaz naturel liquéfié, donc qui pourrait être mis en place par une entreprise norvégienne. As-tu suivi un peu l'affaire? Est-ce qu'il y a une opportunité, une carte à jouer pour le Québec par rapport à ce nouveau pacte énergétique canadien, justement? Ben absolument. Si des entreprises s'intéressent à ça, particulièrement dans la région de la Côte-Nord, c'est fabuleux parce que nos régions ont besoin de vitalité économique, ont besoin de projets comme ça. Et ça c'est tout le Québec, ça rayonnera sur tout le Québec. Et si une entreprise privée s'intéresse réellement à ce projet, le rôle du gouvernement, ce sera pas de donner des subventions, selon moi. Ce sera tout simplement de s'assurer de défaire les barrières réglementaires, défaire les barrières législatives. Du chemin, Jacinthe-Ève, et de laisser faire. Effectivement, je te laisse là-dessus. C'était un grand plaisir de te retrouver. On va se parler tous les jours de toute façon. Donc, on se dit à demain. Si vous êtes évidemment intéressé par les histoires énergétiques canadiennes, québécoises, est-ce qu'on devrait faire ce terminal à Baie-Comeau ou non? N'hésitez pas à nous écrire au 1-877-827-2346. Vous écoutez Francis Gosselin.